Alors on parle beaucoup évidemment en ce moment de l'inquiétude qui grandit pour le sort de ces chrétiens d'Orient, particulièrement ceux qui vivent en Syrie ou en Irak et qui sont persécutés par ces djihadistes, notamment de l'État islamique. Et justement, la personne qui est en ligne avec nous depuis Paris ce soir et qui est notre invitée, Élise Bogossian, s'occupe précisément de leur venir en aide. Bonsoir Élise Bogossian. Bonsoir Monsieur Wood. Merci d'être en direct avec nous depuis Paris. Alors, vous êtes acupunctrice de profession, mais on va dire que vous avez joint vos connaissances médicales à cette envie de venir en aide à ces populations, à ces chrétiens d'Orient. Comment est-ce que vous agissez? Expliquez-nous. C'est un sujet d'abord qui me tient très à cœur. J'ai fait plusieurs fois des interventions sur les sites de guerre et puis plus récemment avec les événements qui ont conduit toutes ces minorités, les yézidis, les chrétiens, à fuir leur maison et à devoir comme ça subir l'exode. On a été amenés sur place, en tout cas pour nous dans le Kurdistan irakien, à apporter notre soutien médical à ces populations. Au départ, comme ma spécialité, si vous voulez, c'est la prise en charge de la douleur, j'étais vraiment partie sur l'idée de les accompagner dans leur prise en charge médicale de la douleur. Et puis, au fil du temps, sur plusieurs semaines, on s'est aperçu qu'ils avaient d'autres besoins. Et c'est comme ça qu'on s'est associé à des équipes locales. Et aujourd'hui, nous dispensons, grâce à la présence de pédiatres, gynécologues, médecins généralistes, on dispense des soins de tout type. On a une équipe pluridisciplinaire qui travaille tous les jours. Et on donne comme ça 500 soins par jour. Élise Bogossian, l'ONU parle de génocide pour qualifier ce qui est en train de se passer dans ces régions. Vous qui êtes allé sur place, qui avez vu ces gens, vous partagez ce sentiment? Bien sûr, c'est un génocide. Il y a des quantités de femmes qui ont été enlevées. Il y a tout un esclavage sexuel avec les enfants. Les femmes sont vendues dans les bazars, dans les marchés pour une poignée, pour 100 $. Les chrétiens ont été crucifiés, enterrés vivants. Les yézidis ont été brûlés vivants parce qu'ils étaient, soi-disant, ils étaient des diables. Oui, bien sûr, c'est un génocide. Et la communauté internationale a mis du temps avant de réagir. Aujourd'hui, c'est formidable parce qu'on soutient le Kurdistan et je pense que la solution passe aussi par ce petit État, par les Kurdes qu'il faut soutenir. Maintenant, il y a 2 millions de réfugiés. Qu'est-ce qu'on fait de ces réfugiés-là? Comment est-ce qu'on les aide, sachant que tout le monde est dépassé par cette situation? Oui, c'est un génocide. On voit d'ailleurs les images, et on vous voit d'ailleurs à l'œuvre, avec ce bus que vous emmenez. Que viennent chercher ces réfugiés qui viennent justement vous voir? Qu'est-ce qu'ils vous demandent en premier quand vous arrivez? Ils viennent les yeux remplis d'espoir parce que ça fait longtemps que personne n'est venu les voir et en même temps, ils ont besoin de tout. On a des bébés, on a des personnes âgées, on a des anciens combattants. On a de tout, on a des femmes enceintes, ils ont besoin de tout et c'est vrai que nous, avec notre équipe médicale et puis le soutien de donateurs qu'on a eu en France, on a pu comme ça alimenter, fournir une pharmacie et prendre avec nous une équipe de 6 médecins et on arrive comme ça à répondre à une grande demande de soins, que ce soit des soins de pédiatrie, des soins de gynécologie, des soins d'infirmerie, des soins de médecine générale pour l'hypertension, le diabète. En tout cas, on est là pour le moment parce qu'on a, on a cette équipe mobile qui se déplace sur des sites identifiés, qu'on a identifiés nous parce que ce sont des sites où les familles n'ont pas accès aux soins et ce sont des familles qui vivent entre elles sont entre 10 et 70 familles, donc on a parfois jusqu'à 700 personnes qui vivent ensemble. Il faut savoir aussi que les réfugiés ne se mélangent pas, donc on a des secteurs où ce sont des chrétiens de telle ville, parfois vous avez des yézidis de tel coin, parfois vous avez des Syriens de tel coin et nous comme ça, on se déplace vers eux et on apporte des soins de secours, mais aussi des soins basiques, des soins d'infirmerie, des soins de pédiatrie. Voilà. Élise Bogossian, quand les militaires disent que les opérations pourraient durer plusieurs années avant de venir à bout de l'État islamique et de ses agissements, est-ce que vous pensez que ces réfugiés ont un avenir encore dans cette région ou est-ce qu'il faut leur chercher aujourd'hui des territoires d'accueil, peut-être en Europe ? Les réfugiés sont dans un désespoir très profond. Il faut savoir qu'en moyenne, dans le monde, un réfugié va passer 17 ans de sa vie dans un camp.
Et il y a dans le monde 52 millions de réfugiés. Alors aujourd'hui, on est dans une région où ils sont concentrés, ils sont très conscients qu'ils ne rentreront plus chez eux. Par exemple, si vous prenez la ville de Kobané qui est en ruine aujourd'hui et entourée par des villages occupés par l'État islamique, les gens de Kobané, personne ne veut rentrer chez soi, personne ne rentrera. Ils ne se sentent pas en sécurité, d'autant que pour la plupart, là je parle des villages ou des villes chrétiennes, ils ont été dénoncés par leurs voisins, donc ils ne rentreront pas chez eux. Alors, il y a une situation terrible, créée évidemment par ce traumatisme et les horreurs que ces gens ont vécues, et ce que vous nous racontiez. Qu'est-ce que vous pouvez, justement, comment vous pouvez soulager ce genre de traumatisme avec la médecine d'urgence que vous emmenez avec vous, et on a vu ce bus que vous aviez? Alors, c'est vrai que lorsqu'on se retrouve devant cette immensité, au départ, on peut soigner 10 personnes, 20 personnes, puis 500 personnes. Aujourd'hui, avec ce camion, on espère soigner 10 000 personnes. Mais on est souvent sur un terrain où on est très écrasé finalement par la situation, parce que ça n'arrête jamais. On peut travailler jusqu'à minuit le soir, mais on a quand même le désespoir et l'angoisse des patients. Dès qu'on ferme la porte et qu'on dit stop, on arrête. On est dans une situation où on a vraiment besoin d'aide. Et il y a très peu d'ONG représentées sur place. On est très peu nombreux. Il y a en tout 30 ONG, mais ces 30 ONG, je parle de celles qui vont distribuer de l'eau, ou de la nourriture, ou des vêtements, mais du point de vue médical, il y a très peu d'ONG présentes sur place. Et nous, on s'affaiblit lorsqu'on n'est pas soutenu par les donateurs, par le public. C'est-à-dire qu'on a les moyens aujourd'hui de faire vivre une unité, mais c'est une unité qui nous demande beaucoup d'organisation, qui nous demande de salarier du personnel, d'acheter l'essence pour le véhicule, de financer des repas, de se déplacer, d'avoir un logisticien qui nous fait des rapports chaque jour. C'est-à-dire que c'est vraiment une organisation comme ça. On voit un camion qui circule dans la nature, on a l'impression que c'est le petit Tintin qui se balade, mais c'est en réalité très difficile. Et là où c'est vraiment écrasant, c'est qu'on s'est donné comme mission d'aller pendant 6 mois donner 15 000 soins. En réalité, il va falloir aller plus loin. Les gens ne vont pas rentrer chez eux, les besoins sont réels. Ouais. Et quand vous revenez, j'imagine qu'il y a un choc terrible qui vous attend, parce que vous êtes, on l'a dit, acupunctrice, c'est votre métier à la base. Vous vous retrouvez sur des zones de guerre avec tous ces réfugiés et vous rentrez ensuite à Paris. C'est un contraste terrible que vous devez vivre aussi personnellement? C'est un contraste et en même temps on prend conscience du bonheur qu'on a, de la chance qu'on a. Et puis c'est vrai qu'il y a toujours un décalage dans l'avion lorsqu'on attache sa ceinture et qu'on on est en train de décoller pour rentrer à la maison. C'est merveilleux, en même temps on a hâte. Et puis il y a un déchirement parce que on s'est plongé dans un univers dramatique, et puis on a investi, on y a mis de soi, on a mis de l'énergie, on a mis tout son temps, on a mis toute son âme là-dedans. C'est vrai qu'il y a toujours un petit décalage quand on revient à la réalité, mais heureusement qu'il y a cette réalité-là, sinon on perdrait vite notre ancrage. Il nous reste quelques secondes, Élise Bogossian, mais est-ce que vous voyez encore de l'espoir dans ces populations qui ont vécu ces horreurs, mais qui aujourd'hui peuvent se raccrocher encore à quelque chose? Je pense que chaque graine qu'on plante est importante. Et je me rappelle d'un de mes maîtres en Chine qui me disait « Si tu recules devant l'obstacle, tu le regrettes toute ta vie ». Je pense qu'il y a des quantités d'obstacles devant cette mission, et en même temps c'est merveilleux parce qu'on a parfois comme ça des âmes, des personnes en face de nous, on les sent revivre grâce à cet espoir qu'on leur apporte, grâce à ce soin qu'on leur donne, cette attention, cette écoute qu'on a pour eux, et rien que pour ça, ça vaut la peine de continuer. Merci beaucoup Élise Bogossian pour ce témoignage sur cette situation dont on a trop peu d'écho, et bravo pour ce que vous faites avec votre association dont on a vu le nom s'afficher à l'écran. Vous étiez en duplex de Paris avec nous et vous étiez notre invité ce soir. Merci beaucoup pour ce témoignage donc exclusif sur la situation des chrétiens et des yazidis en Irak et en Syrie. Merci.